Salut! À 4 jours seulement du kick-off de la plus grande messe du football africain, le pays de Roger Milla s'arrive progressivement à la peau de la CAN. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal sur Hope Africa Télévision. Il est 19h30. Au sommaire, à l'édition du 5 janvier 2021, nous irons aux États-Unis où Mario Antonio Palacios a comparu devant un tribunal fédéral hier à Miami aux États-Unis où il a plaidé non coupable au meurtre de Jovenel Moïse en Haïti. Et ici au Cameroun, à 2 jours après la reprise des classes au Cameroun, un constat a été fait auprès des agences de voyage et la réponse, nous aurons dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Retrouvons-nous tout de suite pour le développement de ce journal. Une ambiance post-rentrée scolaire a été constatée auprès des agences de voyage ici dans la cité capitale économique Douala, 2 jours seulement après la reprise des classes. Le cas de Général Voyage Express. Michel Ngoudou revient de voyage, il nous présente ici son constat. En ce début de semaine du deuxième trimestre, les agences de voyage ne désemplissent pas. L'influence reste toujours perceptible. Les bagages entassés en disent long sur le guichet noir de monde. Les mesures prises à cette période peuvent s'expliquer. Durant cette période de la rentrée, on a pris des mesures comme d'habitude avec notre année de l'expérience sur le terrain. Il y a eu des enfants qui voyagent comme d'habitude, on vient les accompagner. Nous, on prend les mesures pour se rassurer que ces enfants arrivent à bon port. Et le responsable qui doit les récupérer se présente auprès de l'agence destinateur et il récupère ces enfants. Par rapport au bagage, par rapport à tout autre colis, tout a été bien procédé jusqu'à l'arrivée. Et tous nos voyageurs ont été très satisfaits avec ces services pendant toutes ces périodes, avec les millions de Camerounais qui se déplacent pour aller fêter avec leur famille. Ici, à Général Express Voyage, le contrôle est de rigueur et le départ imminent pour les témoins oculaires. D'une manière générale, je me sens très bien. Surtout l'organisation au niveau de l'agence m'a impressionné. Nous sommes procurés des billets dans de très bonnes conditions et chacun est assis à sa place. À la seule exception que les mesures barrières ne sont pas, semble-t-il, bien respectées. Et puis même le port des masques ne semble pas déjà avoir pris corps dans les habitudes de nos compatriotes. À quelques jours de l'ouverture de la grande fête du football africain dans notre pays, le prestige semble déjà assuré dans les agences de voyage. Le train de la nouvelle année a pris les rails. Je souhaite bonne année à tout le monde. Le premier village de la CAN Total 2021 a été inauguré hier à l'esplanade de la mairie de Douala 3e. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivahadibois, par ailleurs, président du comité de site, a présenté un avant-goût de ce qui se vivra sur ce site avant, pendant et après la CAN. Reportage. Le mardi 4 janvier 2022 aura été particulier pour les habitants de Douala 3e. L'esplanade de la mairie, jadis nue, est désormais transformée en fan zone le temps de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Dans la gaieté et la bonne humeur, les populations de Douala 3e partageront le dit site avec les nombreux touristes étrangers attendus dans l'hospitalité reconnue au Cameroun. Au son des balafons, l'ouvrage a été présenté au public avec comme guide le maire de Douala 3e. C'est un espace aménagé sous les arbres. C'est-à-dire que vous avez des arbres qui vont former l'ombre pour que la chaleur ne puisse pas embêter les convives. Dans les prochains jours, sera installé un écran géant qui va fonctionner avec la technologie HD. Plusieurs activités sont proposées aux visiteurs qui n'aura que l'embarras du choix. Nous avons une cuisine de qualité, une cuisine professionnelle. Nous avons 1500 places assises et debout. Nous avons un écran géant de 12 mètres qui va être installé jeudi. Et nous avons à peu près, je pense, 6 ou 7 téléviseurs tout autour du site. Et nous avons un orchestre qui est là 24 heures sur 24. Nous allons être ouverts 24 sur 24. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez venir ici célébrer, soit regarder le match, soit participer aux différentes compétitions que nous allons organiser. Nous allons avoir des conférences avec les différentes couches sociales. Nous allons avoir des journées à thème, je pense, où on va faire prévaloir la culture camerounaise de toutes les 10 provinces.
Par l'ouverture officielle de cette fan zone à Douala 3e, la capitale économique se met peu à peu dans la mouvance de la fête du football africain. Les populations de Douala fonctionnent comme le moteur diesel. Ils vont tout doucement, progressivement, mais arrivent à atteindre une pointe de vitesse par la suite. Donc ça a commencé timidement, mais depuis quelques jours, nous avons noté qu'avec Douala Fiesta, c'était un peu le départ, mais aujourd'hui ça prend une accélération. Moment pendant lequel l'on n'a pas oublié le volet sécurité. Pour la sécurité, nous avons déjà la mairie, la police municipale qui est là, qui va assurer la sécurité pendant la journée. Et le soir, la police et la gendarmerie prennent la relève. Déjà qu'ils sont nos voisins, donc ils ont décidé d'assurer la sécurité pendant toute la CAN. Du 9 janvier au 6 février prochain, la fan zone de l'esplanade de la mairie de Douala 3e, comme plusieurs autres sites, est désormais prête à accueillir les nombreux supporters impatients de sucer la CAN en terre camerounaise. Finaliste, malheureux contre le Cameroun, le Sénégal reste en quête de sa première couronne continentale. Avant de s'envoler pour le Cameroun, le président Macky Sall a donné quelques consignes aux Lions de la Teranga. Regardez plutôt l'ambiance. Alors qu'ils s'apprêtent à se rendre au Cameroun où ils prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations de football, les Lions de la Teranga étaient invités au palais présidentiel à Dakar. But de la manœuvre, recevoir les consignes du président et le drapeau national, symbole de la mission confiée par l'État à ses représentants en terre camerounaise. Nous sommes honorés de recevoir de vos mains l'étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne. Pour emprunter le jargon du football, et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. Finaliste malheureux en 2000 et en 2019, le Sénégal court toujours après sa première couronne continentale. Pour cette énième tentative, Macky Sall a la recette. Avec foi, détermination et courage, faites de Cameroun 2021 le temps de la victoire pour le Sénégal. C'est-à-dire la plus belle page de l'histoire de la participation de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais pour y parvenir, il faudra commencer par sortir le grand jeu face au Zimbabwe, à la Guinée et au Malawi lors des matchs de groupe avant les étapes supérieures. Parlons à présent d'un fils d'Afrique, Dieuvei Malongo. Il est originaire du Congo. Il puise dans le savoir culinaire ancestral pour créer sa cuisine afro-fusion. Regardez ce reportage. À première vue, on se croirait dans un laboratoire et pourtant, nous sommes à Kigali au Rwanda, dans les cuisines du restaurant Meza Malonga. C'est ici que le chef congolais Dieuvei Malonga a posé ses valises après avoir travaillé dans plusieurs restaurants étoilés en Europe. Notre identité culinaire, c'est la cuisine afro-fusion. C'est un mélange de différentes cuisines que l'on peut trouver dans les 54 pays d'Afrique. Nous pouvons obtenir des épices du Nigeria, comme du poivre noir. Vous pouvez avoir de la banane plantain d'ici au Rwanda. Ou vous pouvez obtenir de la viande du Burundi. Tous ces éléments viennent de différents pays et nous créons une recette à partir de ces éléments que nous avons. C'est pourquoi je l'appelle l'afrofusion. Et même si ça n'en a pas l'air, il s'agit bien de cuisine africaine. Dieuvei s'inspire de différents plats traditionnels du continent. Je voyage dans différents pays, mais j'apprends aussi des grands-mères. Et quand je reçois une vieille recette, je la porte dans mon laboratoire et nous essayons avec mon chef de lui donner une touche moderne. La plupart du temps, je m'inspire des recettes de grand-mère pour créer quelque chose de nouveau. Le chef congolais a déjà visité 38 des 54 pays d'Afrique et chaque fois, il rapporte de nouvelles techniques et ingrédients.
Son ambition, dépoussiérer la cuisine africaine. Quelque chose de différent se passe actuellement en Afrique. Les gens veulent en savoir de plus en plus sur la cuisine africaine parce que quand vous allez sur Google, il n'y a que du riz, du mafé, du yassa, mais la cuisine africaine, c'est plus que ça. Je pense que les gens sont de plus en plus intéressés à en savoir plus sur la cuisine africaine. À Kigali, Dieuvai Malonga travaille avec 10 jeunes cuisiniers, essentiellement rwandais, mais aussi burundais, ougandais ou tanzaniens. Il souhaite en former beaucoup plus pour continuer la transmission. Que se passe-t-il au Tchad? Les victimes de l'ex-président Hissène Habré, 4 ans après avoir eu gain de cause, ne sont pas toujours entrées dans leurs droits, comme nous le précise Pascal Maïs sur ce reportage. Près de 4 ans après avoir obtenu gain de cause, les victimes du régime de l'ex-président tchadien Hissène Habré n'ont toujours pas obtenu leur indemnisation. Lundi, un collectif d'ONG a demandé au président sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine dès février 2022, de faire de leur indemnisation sa priorité. En 2017, la Cour d'appel au Sénégal confirmait la condamnation de l'ex-président Hissène Habré et allouait à 7396 victimes désignées la somme de 82 milliards de francs CFA, soit 153 millions de dollars américains. Un fonds de l'Union africaine a ensuite été chargé par la Cour d'appel de collecter cet argent en recherchant les avoirs d'Hissène Habré et en sollicitant les contributions. L'Union africaine elle-même a alloué 5 millions de dollars au fonds fiduciaire pour les indemnisations, mais à ce jour, le processus n'est toujours pas opérationnel. La Kenya Railways Corporation a remis au goût du jour la ligne ferroviaire Nairobi-Kisumu à l'occasion des fêtes de fin d'année. Suivez plutôt. Après plus de 10 ans passés dans un hangar, le train Nairobi-Kisumu est à nouveau sur les rails. Sa remise en service intervient à un moment où le gouvernement kényan lance des projets d'infrastructures destinés à consolider son héritage. L'initiative a reçu un accueil enthousiaste. Tous les wagons étaient complets en cette période de fête, même si une partie des passagers regrettait les 12 heures de voyage alors que le trajet n'en prend que 7 habituellement par la route. L'ancien Premier ministre et chef de l'opposition, Raila Odinga, était parmi les premiers passagers du train. Sa présence est vue comme un effort de conciliation et une volonté des politiques de redorer malgré les protestations l'image du transport ferroviaire. C'est vraiment une alternative, car le coût est moindre par rapport au transport routier. Donc je conseille vivement aux habitants de Nyanza et de l'Ouest de se déplacer en train. Pour les passagers, le coût du voyage est 2 fois moins élevé qu'un ticket de bus ou qu'un trajet en voiture. Et le plaisir est également au rendez-vous. Le voyage a été génial car nous avons pu admirer le paysage, nous avons vu les montagnes, des animaux sauvages, un lac. C'était une vraie aventure. Le gouvernement kényan espère que le train va stimuler le développement économique des villes situées le long de la ligne ferroviaire et facilitera aussi les déplacements entre la capitale et la ville de Kisumu. Cyril Ramaphosa a reçu le rapport de l'enquête sur la corruption pendant les 9 ans de Jacob Zuma au pouvoir. Reportage. Cyril Ramaphosa a reçu mardi le premier volume du rapport sur la corruption sous l'ère de son prédécesseur, fruit de 4 années de travail sur ce que l'Afrique du Sud qualifie de capture de l'État en référence à la mainmise supposée de la famille Gupta sur les contrats publics pendant le règne de Jacob Zuma. C'est ce que j'appellerais un moment décisif dans l'effort de notre pays visant à mettre définitivement fin à l'ère de la capture de l'État et pour restaurer l'intégrité, la crédibilité et la capacité de nos institutions, mais surtout de notre gouvernement. Les enquêteurs chargés de rédiger ce document ont formulé des recommandations dans des poursuites éventuelles contre les auteurs des malversations, mais Cyril Ramaphosa temporise. Il y a beaucoup d'agences dans notre pays qui peuvent avoir le sentiment qu'il y a certaines choses qu'elles ont examinées et que le rapport confirme.
Elle devrait aller de l'avant et agir comme elle le pense. Mais en ce qui nous concerne au gouvernement, comme je l'ai dit, nous ne ferons pas de commentaires tant que nous n'aurons pas notre propre opinion sur le rapport et que nous ne l'aurons pas examiné. Selon les données de Pravin Gordhan, ancien ministre des Finances chargé des entreprises publiques, les malversations financières sous Jacob Zuma ont coûté à l'État environ 7 milliards de dollars. Je vous le disais au sommaire de ce journal, Mario Antonio Palacios a comparu devant un tribunal fédéral à Miami mardi, hier après-midi, mais n'a pas plaidé coupable pour le meurtre de Jovenel Moïse. Reportage d'Africa News. Extradé par le Panama, le principal suspect dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse était mardi devant un tribunal américain. Antonio Palacios était un ancien soldat colombien de 43 ans. Il est désormais accusé d'avoir conspiré en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors des États-Unis et d'avoir fourni un soutien matériel entraînant la mort. Devant ses juges, il n'a pas plaidé coupable. Prochaine audience le 31 janvier. Le suspect arrêté en octobre en Jamaïque devrait se rendre dans son pays, la Colombie, lundi. C'est lors d'une escale au Panama qu'il a été interpellé par les services de l'immigration. Le gouvernement haïtien ne s'est pas encore prononcé sur sa volonté ou non d'inculper le suspect et donc de demander son extradition vers Port-au-Prince. Le président haïtien Jovenel Moïse avait été froidement abattu dans sa résidence le 7 juillet. C'est pratiquement la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Prenons rendez-vous demain 19h30 pour une autre édition d'informations sur Hope Africa Télévision. D'ici à là, mesdames et messieurs, si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir et à demain.